Ouais, j'ai un peu peur pour l'avenir de Yu-Gi-Oh, que ce soit dans les prochains mois, mais aussi pour les prochaines années. Alors évidemment, derrière ce début de vidéo un petit peu alarmiste, le but c'est quand même d'en discuter, voilà, un peu à cœur ouvert et aussi avec vous, et de voir justement ensemble ce qui va pas, et aussi là où est-ce qu'on peut trouver une lueur d'espoir, parce qu'évidemment, il y en a toujours. Donc oui, on parle ici du TCG, et évidemment, il y a plein de choses à voir ensemble, et j'avais envie un petit peu d'en discuter avec vous. On va commencer du coup par un petit peu l'origine de mes inquiétudes, qui à la base était quelque chose d'assez positif, c'est tout simplement l'arrivée des illustrations étendues, du nom officiel chez nous, mais on va tous appeler ça évidemment des overframes. Alors, normalement, vous n'êtes pas passé à côté de l'information. Voilà, des cartes en overframe vont exister, et donc du coup, vous pouvez voir quand même la différence entre une carte classique et une carte overframe, et je trouve que c'est pas une info qui est beaucoup passée, mais effectivement, les cartes overframe vont aussi exister en version plus classique. Donc dans les faits, ce n'est que du bonus qui ont été rajoutés dans les prochains produits, parce que ça va arriver dans les prochains produits, et nous on aura notamment du coup la Rarity Collection 5, qui va justement un petit peu nous amener ça avec des cartes qui existent déjà, qui sont rééditées avec une illustration overframe, donc ça peut être plutôt cool si vous appréciez certaines cartes. Voilà, les overframes, on n'aime pas, visuellement j'entends, en tout cas de mon point de vue, random, et je trouve que certaines overframes sont très très jolies. Par exemple, je trouve que Magicien Sombre est très réussi. En revanche, il y a d'autres overframes, je trouve, bon, c'était ni fait ni à faire. Bon, c'est comme ça, les goûts et les couleurs, vous connaissez. Mais dans l'idée, ça reste évidemment quelque chose de plutôt cool. Ça va rendre les cartes beaucoup plus désirables. Et là, on a vraiment un vrai objectif de chase card, qui est la problématique de Yu-Gi-Oh! Depuis un bon petit moment. Pour ceux qui ne le savent pas trop, les produits Yu-Gi-Oh! C'est quand même un petit peu compliqué à vendre parce que en fait c'est des produits qui sont plus ou moins destinés à la compétition en général. Donc en fait, pour les collectionneurs, c'est un petit peu difficile, vu qu'en général, les cartes rares, ce sont aussi les cartes compétitives. Donc en fait, en général, ça a tendance à augmenter le prix du jeu, et en fait, le fait que, les boosters sont pas forcément très excitants à ouvrir, et vous le savez, vu le nombre de boosters que j'ouvre, et pour ça, je remercie évidemment le partenaire, Parkage, PKTago 2026 pour 5% de réduction sur toute la boutique, et pas que sur Yu-Gi-Oh!, sur absolument tout ce que vous voulez. Voilà, ils ont beau eux de leur côté m'offrir des displays que j'ouvre en live avec vous, je me plains quand même assez régulièrement, et pourtant des fois on a quand même des petites ouvertures sympas. En Starlight c'est super, mais la plupart du temps quand même les ouvertures de produits Yu-Gi-Oh! C'est pas vraiment la fête, et c'est un petit peu compliqué, et je trouve que justement cette nouvelle opportunité de pouvoir vraiment rendre le produit neuf et plus agréable à ouvrir en se disant ok, là je peux aller chercher et vraiment aller pimper réellement ma carte en ayant un truc qui est quand même vraiment waouh, c'est super cool. Bon, pour l'instant c'est pas encore sorti chez nous en France, donc on a eu quelques visuels en anglais avec des promotions, des pubs, etc. pour la Rarity notamment, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir les cartes dans les mains pour voir un petit peu quoi ça va ressembler, et dans les faits il y a quand même quelque chose d'assez particulier avec ces overframes, c'est que les cartes existent, par exemple en ECG, soit en ultra rare, soit justement dans la rareté un peu secret, etc. Vous allez le voir ici, voilà, vous voyez, vous avez la version, bon là c'est les grandes master rares, mais globalement il y a ça justement avec les overframes, grandes master rares on en parle juste après, mais globalement voilà, soit elles ont un traitement un peu ultra rare assez sobre, et bon pour ceux qui me connaissent vous savez que c'est un peu ma rareté préférée, donc moi ça me va très bien, soit justement il y a un traitement foil encore supérieur, et c'est vrai que jusqu'à présent, le traitement des raretés sur Yu-Gi-Oh! En fait c'est la difficulté de la carte à obtenir, enfin le ratio / difficulté de la carte à obtenir dans un booster, en fait la rareté elle est uniquement visible pour nous avec son foiling, ce qui fait qu'effectivement lorsqu'une carte va être rééditée et qu'elle va changer de rareté, on va le voir parce que la carte ressemble à une ultra rare, la carte est une secret rare, etc. C'est pas la norme dans les TCG, cet aspect-là. Dans la plupart des TCG, la rareté d'une carte va être liée à un petit logo qui va être présent, en plus évidemment de son ratio et sa difficulté à l'obtenir, et c'est pas toujours... voilà, c'est pas un truc très simple, tiens, c'est les deux cartes Flesh and Blood, donc je peux vous le montrer. Ici je tiens une commune, et vous le voyez en fait ça va être noté ici, hop, la petite commune qui est là, et ici du coup je vais avoir une carte beaucoup plus rare qui est une majestique. Alors c'est pas les cartes les plus rares du jeu, mais c'est pour vous donner un exemple, voilà. Donc j'ai deux cartes de rareté différentes, et globalement, bon, aucune des deux brille, Évidemment, il existe des cartes qui vont ici briller, donc par exemple ici je vais avoir une rare foil
Nous, sur Yu-Gi-Oh, en fait, ce serait tout simplement une super rare à ce stade-là. Bah ici, non, tu peux avoir la version foil ou tu peux avoir la version classique en fonction justement de si tu as envie de pimper ou pas. Elle est très très simple, évidemment. Flesh and Blood a plein d'autres options de trucs avec le Cold Foil, les Marvel, etc. Enfin bref, il y a plein de versions, mais le but ici, c'est surtout de parler de Yu-Gi-Oh! Et de montrer qu'en réalité, leur manière de procéder sur le système de rareté, depuis toujours, il est un peu particulier, c'est-à-dire que les cartes sont rares parce qu'elles brillent. Je veux dire, Yu-Gi-Oh! Est un des premiers TCG qui existait, pas le premier évidemment, on a eu Magic, on a eu Pokémon qui était là un petit peu avant, il y a eu d'autres TCG aussi qui s'étaient installés. Mais en tout cas, voilà, on sent que le système de rareté de Yu-Gi-Oh! Il est quand même assez particulier, le fait que ce soit le foiling qui décide du niveau de rareté de la carte, certains vont apprécier, d'autres ne vont pas forcément l'apprécier. C'est vrai que du coup l'avantage dans certains TCG, c'est qu'en fait le foiling d'une carte, en fait c'est qu'un plus. Et si tu n'aimes pas forcément jouer avec des cartes foil, tu peux avoir des cartes assez rares, sans pour autant qu'elles soient foil, et c'est totalement ok. C'est vrai que forcément, quand on est habitué à Yu-Gi-Oh, ça fait bizarre de mettre beaucoup d'argent sur une carte qui n'a pas d'effet foil, alors qu'au final, elle est assez rare à choper et assez difficile à aller récupérer. Mais bon, bah, dans Yu-Gi-Oh, voilà, on s'est habitué à ça. Une Secret, c'est une carte qui brille bien. Une Ultra, c'est une carte avec, avec un foil qui est quand même assez classe. Enfin voilà, c'est variable, et les ultimates, etc. Enfin bref, je vais pas vous refaire l'histoire de toutes les raretés. Si vous jouez à Yu-Gi-Oh, si vous êtes ici normalement, c'est que vous connaissez un peu. Du coup, il faut trouver une autre carotte, parce que le foil n'en est pas une. Donc forcément, ici, les overframes, ça tombe plutôt bien. On a aussi eu à l'OCG, du coup, les Grand Master Rares, qui sont littéralement des cartes numérotées, et c'est pas trop tôt, fallait le faire. Alors, je trouve ça un peu dommage, parce que je trouve les Grand Master Rares moins jolies que les overframes. Ça, c'est personnel, mais parce que, bah, littéralement, dans une overframe, vous le voyez ici avec la main du magicien sombre et aussi son bâton et la magie qui se fait, ça dépasse le cadre. Or, la Grande Master Rare, elle fait tout rentrer encore dans le cadre, elle recut en fait. Donc du coup, je trouve que la carte est esthétiquement moins jolie, alors qu'en vrai, je trouve les bords plutôt sympathiques. Donc voilà, bref, on a des cartes qui sont sérialisées, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les collectionneurs, et justement aussi pour l'économie globale du jeu, parce que ça crée des vraies chase cards qu'on a envie d'aller chercher, en mode, putain, si j'arrive à récupérer une de ces cartes, je gagne beaucoup d'argent. Et qu'on le veuille ou non, et moi je le dis assez souvent en live, etc., moi le TCG, je le vois vraiment comme un jeu, et tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de jouer au jeu. Je m'en fiche je me fais pas d'argent avec les cartes, j'ai beaucoup trop de cartes Yu-Gi-Oh! Et j'en vends aucune, ça ne m'intéresse pas, moi je veux jouer avec les cartes que je récupère. D'où ma frustration, des fois, sur certaines vidéos ou sur certains lives, quand les cartes qu'on voit sont nulles. Et je suis en mode, bah c'est du carton un peu gâché. Mais tu peux pas ignorer l'importance des collectionneurs dans ce milieu, parce que c'est ce qui fait aussi tourner les TCG, et en fait c'est bête, mais dans pas mal de jeux, en fait les collectionneurs vont acheter les produits, et parce que les collectionneurs achètent des produits, ça rend justement les cartes à l'unité beaucoup plus accessibles, celles en tout cas qui ne sont pas forcément très recherchées pour la collection, mais qui peuvent être beaucoup plus recherchées pour justement du compétitif. C'est là-dessus où en fait des TCG comme Pokémon ou One Piece arrivent à se démarquer, à faire en sorte que du coup par exemple leurs cartes sont pas très chères si tu veux jouer compétitivement au jeu. En fait tu peux assez facilement récupérer les cartes pour jouer, vu que les cartes à collectionner c'est pas pour les joueurs en général, mais si tu veux tu peux, mais t'es pas obligé. Et c'est vrai que sur Yu-Gi-Oh il y a un peu ce truc où je trouve que depuis un peu toujours, ok, on a eu les Quarters et les Starlight pour un peu pimper, mais en fait c'est juste un foiling différent. Et il manquait cette vraie différence qui fait que, ah ouais, j'ai envie de récupérer ces cartes. Bref, ça c'était un petit peu pour présenter ça rapidement, et bon, ce magicien sombre, il n'est pas arrivé tout seul, on va descendre un peu, il est arrivé en fait dans une extension qui s'appelle Limit Over Collection, qui est un peu une double extension, parce qu'on a la version Heroes, et on a aussi la version Rivals, mais globalement c'est un petit peu la même chose, c'est juste que Heroes va montrer les cartes des personnages de l'animé, les personnages principaux de l'animé, et justement Rivals va plutôt montrer les cartes soit des méchants, soit des rivaux emblématiques. Voilà, t'avais les deux versions, t'avais Kuribo, t'as cette carte là qui en grande master rare valait genre 16 000 balles, qui a été vendue au Japon, etc. Enfin bref, il y a un succès. D'ailleurs, je le rappelle, les grandes master rares, c'est pas indiqué que ça sera chez nous. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, on a aucune information sur est-ce que ça arrivera chez nous. Si ça arrive, est-ce que ce sera numéroté sur 100, est-ce que on ouvrira un booster en français et en fait si on trouve une carte sérialisée, elle est quand même en anglais. Enfin voilà, ce genre d'information, on l'a pas. Pour moi, ça peut faire une grosse différence, mais on va en parler. Et c'est vrai que, par contre, ce qui est assez particulier, c'est que ces overframes-là, en grande majorité, ce sont des nouvelles cartes. Ça va pas être des rééditions. Il y a des rééditions
faites en overframe, mais la plupart du temps ce sont des nouvelles cartes. Et c'est là où je m'inquiète. À la base, moi j'étais plutôt hype en me disant ah bah c'est cool, c'est de nouvelles cartes, mais en plus ça fait du support qui est un peu intelligent, ça motive les gens, il y a un lien avec l'animé, vas-y c'est cool, ça va plaire à beaucoup de gens, c'est super. Moi je vais être très content du magicien sombre à gauche, hein, il est très réussi, je suis très content. Mais ceux qui veulent collectionner et tout, bah, celui de droite franchement il donne envie, tu vois, il n'y a pas de problème. Déjà un des problèmes principaux pour moi, c'est qu'on parle de collection, donc bah, pour ça il faut parler un peu de rareté. Et pour moi, depuis l'annonce des overframes, je me suis dit, ah ben c'est cool, c'est quelque chose qui va être rare, qu'on va pas voir souvent. Là, ils nous présentent le magicien, ils nous ont présenté aussi Blue Eyes, que je peux vous montrer ici. Ah, c'est cool, trop bien, ça va être un truc qu'on va pas voir souvent, mais c'est excitant, tu vois. Et en fait, je vais pas vous mentir que depuis l'annonce des premières overframes, j'ai déjà une saturation autour du sujet. Ça me saoule, en fait. Quand je vois une overframe actuellement, j'ai déjà une indifférence. Bah, c'est faux, je suis pas indifférent, je suis un peu saoulé, parce qu'en fait, mais j'en ai déjà trop vu. Vous m'avez un peu gâché tout le plaisir, quoi. Genre, j'ai pas vu le produit, on n'a pas récupéré ces cartes-là, et c'est déjà, j'ai l'impression que c'est déjà pas rare. Et du coup, c'est extrêmement frustrant, alors que moi, je suis même pas collectionneur, donc je sais pas comment ça sera pour les collectionneurs, mais peut-être que je suis tout seul là-dedans, mais en vrai, il y a quelque chose qui est un peu expliqué là-dessus, c'est que quand tu regardes l'extension, donc celle de Heroes, là, l'autre que je vous ai montré, le Blue Eyes, il était dans Rivals, il y a littéralement 18 cartes qui existent en version overframe. Et en fait, 18 plus 18, bah on est à 36. Et en fait, on est sur deux extensions qui certainement sortiront pas chez nous sous ce prisme-là. Hein. Vous savez qu'il y a des produits OCG un peu exclusifs. Et après, ces cartes-là, on va plutôt les retrouver dans d'autres formes, dans nos produits. C'est ok. Mais ça veut quand même dire qu'on annonce les overframes, il y en a déjà 36. C'est des cartes qui sont censées être un peu rares, etc. On perd, je trouve, tout de suite l'aura des overframes, séparément du fait qu'elles soient réussies ou pas. Hein. Moi, je trouve que, par exemple, le robot d'étoile synchronique, il est très réussi. Je trouve que la Gagaga, elle est incroyable en overframe, parce que elle fonctionne tout de suite avec cette mécanique, justement, d'être assise sur la frame, c'est trop bien. Je trouve que même les deux pendules avec justement, les deux sorciers, Astrographe et Horoscope, très réussis aussi. Enfin, voilà, il y a des très très belles cartes. Mais on perd, je trouve, tout de suite la rareté. Et en fait, si on perd la rareté de ce genre de cartes-là, j'ai l'impression qu'on perd la pertinence même de leur existence. Peut-être que je me trompe sur la rareté, et peut-être que ce sera pas le cas. On en reparlera un petit peu plus tard de phénomène, d'à quel point elles apparaissent. Ce qui me dérange, je pense, le plus, c'est l'équilibrage de ces cartes. On parle souvent du power creep dans Yu-Gi-Oh! Le fait qu'il a abusé, nanani, nanana. Je suis pas forcément d'accord avec cette conversation. Je pense que les gens qui parlent de power creep dans le jeu, c'est souvent des gens qui font des pauses régulières sur le jeu ou qui jouent pas beaucoup et qui en fait, quand ils reviennent après avoir fait une petite pause, sont en mode ah oui, le jeu il s'est passé des choses depuis, ce qui est vrai, c'est normal. Je dis pas qu'il n'y a pas de power creep dans Yu-Gi-Oh! Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve qu'il ne suit pas la courbe que les gens lui empruntent. Voilà, c'est un peu plus ciselé, mais on en parlera un petit peu plus dans une vidéo à part si vous le souhaitez. Là, le but n'est pas parler de l'historique du power creep du jeu, mais plutôt de parler là de ce qui est en train de se passer maintenant. Ce qui me dérange avec beaucoup de ces cartes-là, alors, bon, en soi, par exemple, le magicien sombre, c'est ok, c'est une carte qui est quand même assez forte, mais c'est plutôt une carte que tu vas jouer dans un deck magicien sombre. Après, faut pas oublier qu'actuellement, il y a une carte qui terrorise absolument toutes les cours de récré, et tous les tournois, c'est le magicien de la destruction, hein, vous le connaissez, la fusion. Donc bon, avec son existence, c'est vrai que c'est un peu dur d'avoir ce genre de ce genre de carte sur le jeu, mais voilà, on parle d'une target super polie qui par exemple est folle, avec l'homme oiseau de feu, héros favori, qui à la base est censé être une carte héros élémentaire, mais qui au final c'est une target super polie pour absolument tout le monde, mais en plus ça fait des trucs, tu vois, c'est pas juste une carte qui fait rien, hein, donc voilà. On va avoir évidemment cette piège qui a fait énormément parler, Urgence Synchro, parce qu'elle permet de faire un FTK pendant le tour adverse. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, dans les faits, moi j'y crois pas vraiment, je pense pas que compétitivement ce sera viable, parce que c'est comme des decks comme Gimmick, Puppet, etc. Alors ça m'embête que ça fasse des FTK, mais dans les faits, voilà, c'est pas la problématique numéro 1. On va avoir justement des cartes comme la fille Gagaga qui, franchement, en termes de ce qu'elle peut offrir comme possibilité de jeu, c'est quand même assez élevé. On va avoir pareil avec la sorcière du contrat Cybers. Pareil, c'est une carte qui littéralement dit tuto Abakiri, et on sait ce qu'on pense d'Abakiri, bon à un moment il faudra le bannir, mais voilà, vous voyez un peu où je veux en venir. Et en vrai, on va avoir la même problématique autour de Rivals. Dans Rivals, franchement, on a un Blue Eyes qui est vraiment pas dégueu, mais ça en vrai, Dark Magician, Blue Eyes,
trouve même que c'est les cartes qui sont le plus ok parce qu'elles sont moins génériques. Mais ça on en reparlera. Voilà. Mais dans les faits, voilà, on a des cartes qui sont assez folles. On a la fusion du Nova qui était assez impressionnante. On avait, franchement, on avait cette carte-là aussi qui était pas mauvaise, celle-ci aussi. Enfin, il y en a plein. Je vais pas vous refaire la liste de toutes les cartes. Si vous voulez, si jamais vous avez envie de les lire, ben, n'hésitez pas. Je mettrai les liens dans la description. Mais ce qui me choque le plus autour de toutes ces cartes, c'est pas forcément leur power level, parce qu'encore une fois, il faut accepter le jeu. Voilà, il va sur ses 26 ans. Il a passé ses 26 ans. Il continue à évoluer. Il n'y a pas de souci. Mais dans les faits, en fait, toutes ces cartes-là qui sont présentées, la majorité sont extrêmement génériques. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu, parce que, en fait, quand t'as 13 000 cartes qui sont en circulation sur le jeu, dont la majorité sont légales, hein, on a au final quoi, 200, 300 cartes peut-être qui sont un peu limitées par la banlist et tout ça, ça fait qu'on a beaucoup de possibilités, on peut faire beaucoup de choses, et je vais être honnête, j'aime beaucoup hein, qu'on puisse couper des choses, etc. Pour l'instant, on est dans une méta actuellement dans le jeu qui est assez particulière, où effectivement on a les decks un peu archétypaux qui sont présents, Dracotail, etc. Voilà, c'est là, c'est présent, ok, super. Mais on a aussi beaucoup de decks qui se compactent et qui en forment plus qu'un. On a beaucoup de piles à 60. Voilà, les fameux Yumi, Azamina, Finsmith, Mitsurugi, etc. Voilà, on a quand même beaucoup de decks qui actuellement ressemblent à ça. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, encore une fois, moi je suis un joueur Lightsworn de base, hein, c'est le deck que je joue actuellement, mais c'est quand même mon deck de cœur et celui avec lequel j'ai le plus d'heures de jeu sur Yu-Gi-Oh! J'aime bien qu'on puisse mélanger des engines, qu'on puisse trouver des trucs qui ont peut-être pas été de base pensés par Konami, avec lesquels on peut dire ah mais en fait on peut passer par là, c'est super, on peut mélanger des engines qui de base ne devraient peut-être pas fonctionner, mais c'est ok, c'est cool, parce qu'il y a aussi un petit peu un coût à payer là-dessus. C'est pour ça que moi, Finsmith est peut-être mon engine préféré depuis l'existence du jeu, parce que je trouve que à défaut peut-être d'être peut-être trop forte, etc. Ça c'est un autre sujet. Mais dans les faits, ce que j'aime beaucoup avec cette engine, c'est qu'elle a été pensée en se disant, ok, faut que tu joues des démons lumière. Bon, ça, c'était peut-être pas le plus difficile, mais à côté, par contre, il y avait vraiment cet aspect de, mais si tu veux jouer l'engine Finsmith correctement, bah il faut quand même que tu remplisses ton extra deck. Il y a eu un moment un peu charnière dans le jeu, une fois que Finsmith a un peu fait son travail, où les gens se sont dit, ça m'embête de jouer Finsmith, ça prend de la place. Et je suis en mode, bah, ça c'est du bon design, c'est-à-dire que c'est, dans un jeu comme Yu-Gi-Oh! On n'a pas de ressources, et donc toutes les cartes peuvent un peu faire tout ce que tu veux, tant que légalement tu peux le faire. Je trouve que c'est intéressant d'avoir créé une engine qui te dit, ok, elle existe, elle est forte, mais le prix à payer, c'est tu pourras peut-être pas tout mettre dans ton extra deck. Très bonne idée, c'est super. Voilà, après il y a encore peut-être des trucs à corriger au niveau des engines qui sont créés par le jeu, etc. Certes, mais en tout cas, c'est une bonne direction. Je trouvais que Finsmith était une bonne direction pour le jeu. Le prix, lui, ça n'a rien à voir, forcément. Mais encore une fois, je pense que l'existence des overframes pourrait aller dans la bonne direction et réduire peut-être le prix de certaines cartes compétitives. Donc peut-être qu'on aurait de quoi gagner. Ce qui me dérange, en fait, avec les cartes qui ont été montrées au niveau des overframes, c'est qu'en fait, à chaque fois, bon, déjà, comme je vous l'ai dit, il y a trop d'overframe déjà, donc en fait moi j'en suis déjà lassé. Je trouve même que c'est dommage d'annoncer ces cartes en overframe. Je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant et un peu plus excitant de se dire, je vous dis un exemple, ouais il y a 18 overframe dans le pack, bon là c'est toutes les nouvelles cartes qui sont des overframe, donc quasiment toutes, voilà. Bon, ça aurait été facile à deviner, mais de dire, ah ah, il y a la surprise, vous savez pas lesquelles vont être overframe, on vous les montre en version normale, vu qu'elles existent aussi en version normale. Je trouve qu'on manque un petit peu de ce petit jus, mais voilà, peut-être que je suis tout seul dans cette idée-là. Mais c'est vrai que du coup, à chaque fois, tu nous présentes la carte en overframe et pas en frame classique. Bon, bah, du coup, super, tu m'as déjà montré le truc le plus beau à voir, c'est dommage, alors que tu pourrais séparer l'annonce en deux, montrer d'abord la carte classique et plus tard nous la montrer en overframe, même, tu vois. C'est un peu dommage, je trouve qu'en termes de marketing, on y perd un peu. Mais ça encore, c'est peut-être que mon avis, hein. C'est pour ça, je vous en parle, ça veut pas dire que j'ai la réponse parfaite, et ça veut pas dire que j'ai raison, je vous partage un petit peu tout ça. Moi en tout cas, ce qui me fait peur avec toutes ces cartes, c'est qu'on a quand même très peu de cartes qui vous limitent dans ce que vous faites, dans toutes ces nouvelles overframes qui ont été annoncées. Je t'avoue que voilà, quand je regarde le Borel ici, effectivement t'as une lock, mais enfin c'est que des monstres de ténèbres depuis l'extra deck. Ok, super. Bon, c'est quand même assez léger. On va avoir le nouveau Drago Synchro de l'aile claire qui fait pas mal de choses, mais à ce niveau-là, honnêtement, t'as pas vraiment de lock particulière que je m'en rappelle. Voilà, donc c'est un peu chaud. Voilà, t'as ce nouveau Prédaplante qui dans les faits te demande juste 2 monstres ténèbres sur le terrain, donc on va encore aller chercher une nouvelle target super polie. Mais dans les faits, encore une fois, t'as pas de restriction particulière à jouer ces cartes. Et en fait, quand tu te rends compte, quasiment toutes les cartes qui sont présentées, c'est des cartes que tu peux jouer dans des decks. Alors évidemment, t'as des trucs un peu semi-génériques, tu vois, genre le Cyber Dragon, il est pas
est pas générique, tu vois, mais dans les faits, d'ailleurs, même une carte que tu peux facilement jouer ailleurs, à part son effet de fusion. Tu peux la jouer. D'ailleurs, je trouve que c'est peut-être une des cartes les plus équilibrées, un peu une des plus faibles qui a été présentée. Donc c'est vous dire, et c'est pas une mauvaise carte, donc c'est vous dire quand même à quel point je trouve que le niveau des cartes qui a été présenté est pas mauvais. Donc en fait, à part, je trouve, les cartes vraiment qui ont été purement designées pour l'archétype, comme les Blue Eyes, le Dark Magician, etc., je trouve que la majorité, enfin elle par exemple, ok, c'est un dragon Xyz et c'est un chevalier fantôme, enfin mon frère, quand même une carte que je trouve très très générique, tu vois, et dans les faits, j'ai rien avec les cartes génériques, mais pour moi, le power level des cartes génériques devrait être assez particulier, c'est-à-dire qu'une carte qui fait partie d'un archétype et qui te limite dans un archétype a le droit d'être un peu plus forte parce qu'elle va te limiter, alors que les cartes génériques devraient, normalement, dans un bon sens de game design, être un petit peu moins forts, justement, parce que, ou en tout cas, ça devrait être des cartes qui devraient être un petit peu plus moyennes, parce que, justement, elles te limitent pas et que tu peux les rentrer un peu partout. Et bon, ça après c'est des visions, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, c'est encore une fois, la question est particulière, c'est ma vision de Yu-Gi-Oh, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que du coup ça crée pour moi une inquiétude à me dire, mais en fait, est-ce qu'à chaque fois qu'on va avoir une overframe, ça va être pété? Genre c'est un peu ce qui me fait peur, et bon, dans un monde où tout est pété, plus rien ne l'est vraiment, mais c'est vrai que je trouve qu'on a vraiment eu un gap très très puissant de ce que peuvent faire les cartes avec l'arrivée de ces overframes, et du coup j'ai un peu peur. On se retrouve avec encore plus de deck pile. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, moi j'adore les deck piles, ça me dérange pas, mais en fait je les aime quand ils sont assez rares, quand c'est pas quelque chose que t'es censé retrouver régulièrement. Si tous les decks que tu commences à voir, c'est des decks qui slop à 60 cartes, où tu mets un peu toutes les meilleures engines ensemble, et t'essayes juste de créer la plus grosse bouillabaisse pas contrable, je trouve pas ça super intéressant. Je pense que ce qui est cool avec le jeu, c'est les identités que peuvent avoir les decks, c'est le fait que tu dois faire des choix, de dire ah ouais mais en fait je peux rentrer que 2 ou 3 engines, parce que si je le fais après, si j'en mets plus, bah en fait j'ai pas assez de place pour peut-être contrer mon adversaire, voilà, et peut-être que j'ai pas assez de place dans l'extra deck et tout, et c'est vrai qu'actuellement j'ai l'impression que non c'est ok, tu peux mettre ce que tu veux, et encore une fois je vous le dis, c'est pas grave, ça existe, c'est pas la première fois dans le jeu qu'on se retrouve avec des piles à 60 qui sont autorisées, je pense juste que là actuellement, peut-être un petit coup de banlist qui devrait être un petit peu plus énervé qui devrait tomber, tu vois. Ça reste que mon avis, je vous le dis assez souvent, que pour moi la banlist ne fait pas assez, devrait toucher beaucoup plus de cartes, mais voilà, et après on se retrouve dans ces problèmes où actuellement les decks vont dans tous les sens, et du coup, en fait c'est bête, mais quand les decks vont dans tous les sens, c'est beaucoup plus difficile de les équilibrer, et même des fois de trouver où est le problème, en tant que designer, donc voilà. Mais ouais, c'est ce qui me fait un peu peur, j'ai l'impression que toutes ces cartes sont pas vraiment future-proof. Et du coup, ça m'inquiète, parce que je me dis, bah, j'ai peur que ces cartes soient beaucoup trop puissantes, et qu'au final, on se retrouve dans cette problématique où même la carte, que je vous en avais parlé avant, ce qui était intéressant, c'était que les overframes puissent être des cartes un petit peu pimp, qui en plus sont liées à l'animé, etc., donc c'est plutôt cool, tu vois, ça motive les gens à aller les récupérer, c'est super. Mais surtout de se dire, ok, bah en fait les collectionneurs ils vont chercher les cartes pimp, et nous les versions classiques, comme je vous le disais là tout à l'heure, la version par exemple peut-être classique de ce Blue Eyes, et bah ok cool, enfin je peux enfin là je vous montre la version classique et non, voilà la version voilà classique, normal, et bah top, je peux la récupérer pour peut-être pas trop cher pour jouer en tant que joueur, et en fait c'est ça qui fera vendre le produit, et ça non, et malheureusement, j'ai peur que, avec le niveau de puissance des cartes qui sont présentées ici, bah, en fait, on n'aille pas du tout dans cette direction. Quelque chose qui me fait un peu peur, tu vois. Et en vrai, je trouve qu'un des exemples, par exemple, c'est ici le dragon cyber ultime, le dragon de la frappe décisive. C'est un monstre qui est pas générique dans les faits, parce qu'il te demande 3 monstres machines avec minimum 2100 d'attaque. Spoiler, ça fonctionne du coup avec les cyberdragons. Or, l'identité, par exemple, de cyberdragon, depuis l'existence de cet archétype, c'est que t'as le cyberdragon classique, qui a le désavantage d'être un cyberdragon classique, justement, et t'as les autres cartes qui sont pas des cyberdragons classiques, où tu dois un peu réunir certaines conditions pour qu'ils soient traités comme tels. Et je trouve que c'est ce qui a toujours créé un petit peu l'identité et le sel de cyberdragon. Bah en fait ça a disparu, parce que là t'as juste besoin de 3 monstres machines avec minimum 2100 d'attaque. Super, je peux juste jouer cyberdragon de la Révolution. Il n'est pas, dans ses effets, il n'est pas traité comme cyberdragon. Il n'y a pas un effet qui dit ça. Et en fait, si tu lis la carte, c'est littéralement un cyberdragon meilleur. Il se spé, il a les mêmes stats. Bon, il a un petit effet bonus. Si jamais t'es en deuxième, tu peux annuler l'effet d'une carte adverse. Super. Et en plus, tu peux faire une fusion. T'as plus besoin de polymérisation, de ce genre de truc, pour faire tourner le truc. Bah,
c'est un peu dommage, mais il faut se dire la vérité, bah, les monstres machines avec minimum 2100 d'attaque, il n'y a pas que les cyberdragons. Donc ça peut aller vite, tu vois, ça peut aller vite, ça peut même finir par devenir une target super polie, alors que c'est censé être un peu le boss monster d'un deck cyberdragon. Alors, dans les faits, c'est écrit, si tu utilises que des monstres lumière, voilà, mais c'est toujours pas la limitation qu'on veut, quoi. C'est toujours pas... ça reste quand même assez générique. On n'est pas sur quelque chose de purement cyberdragon. Et encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas de problème au fait de mélanger des archétypes, des decks, des cartes. Moi, je trouve ça trop cool. C'est peut-être un des plus gros avantages de Yu-Gi-Oh! Mais si c'est pas contrôlé, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. L'existence de cette carte fait que ça devient difficile pour Konami de créer des monstres machines avec minimum 2100 d'attaque, lumière, sans que ça puisse favoriser peut-être ce genre de deck, et peut-être de manière incontrôlée. Et c'est ça qui fait un petit peu peur. Et j'ai peur qu'en fait là on aille dans une escalade qui ne s'arrête jamais, et voilà, le power creep est naturel, mais là ça fait un énorme power creep d'un coup. Après, je le rappelle, bon, ces cartes-là elles finiront bien par sortir chez nous, mais pour l'instant on n'a aucune idée de quand ça arrivera. On verra bien. Et malgré tout, il y a quand même du positif dans cette annonce. C'est évidemment l'annonce de Chaos Origin, qui va être un petit peu la nouvelle extension qui arrivera chez nous. Alors j'ai plus la date exacte. Qui arrivera chez nous le 2 juillet, donc c'est pas dans si longtemps que ça. Hein, ça sera un petit peu avant le championnat d'Europe du coup. Et en vrai, c'est quand même une extension qui change beaucoup de choses. Déjà, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on n'a pas l'apparition d'un personnage de l'animé sur une extension principale. Par exemple, ce magicien-là et le Buster Blader que vous voyez là, elles existent en Overframe. Donc en fait, c'est cohérent de te dire, ah ouais, les Chase Cards, voilà, non seulement elle est dans le booster, mais en plus c'est lié à un personnage de l'animé qui est Yugi, franchement, ça fait hyper tout le monde. Et en plus, trop cool, vas-y, la carte existe en Overframe, ça donne envie de la récupérer. Bon, ça tombe bien, c'est pas des mauvaises cartes non plus, hein, c'est des cartes qui sont plutôt bonnes pour l'archétype et tout ça. Donc ça joue aussi dans ce mix, et c'est plutôt positif. On a aussi l'information, parce que ça c'est un booster qui va arriver chez nous évidemment, vu que c'est un booster principal, que au total on aura du coup les 100 cartes comme d'habitude, 80 cartes qui viennent du set comme l'OCG, et 20 petites exclus, dont une exclue TCG, qui a été présentée d'ailleurs, c'est les monstres, je vous montre ça, hop, les monstres d'échecs, mais dans les faits, hein, voilà, l'explication elle est absolument incompréhensible, donc pour l'instant c'est assez difficile de se hyper sur le deck. Faut vraiment lire les effets, parce qu'en fonction de comment sont écrits les effets, ça veut tout et rien dire. Mais en tout cas, il y a une nouvelle thématique, et une de ces cartes-là, du coup, sera en Overframe. Il me semble que c'est celle-ci. Voilà, exactement. Ce monstre-là sera en Overframe, c'est super. Mais du coup, dans les faits, on se retrouve dans une situation où, voilà, on sait qu'on va avoir du coup 5 Overframe sur les 100 cartes, une qui est une exclusive par rapport à l'OCG, c'est super. Et bon, là d'un coup, moi je suis un petit peu plus rassuré déjà. Je me dis, ah ok, donc dans un booster on en a 5, ça fait 5 chase cards à aller chercher quand tu vas ouvrir ton booster. C'est peut-être plus acceptable. Voilà, moi je vous l'ai dit, j'ai peur, mais finalement j'ai peur d'un produit OCG. Voilà. C'est vrai que bon, quand tu lis les Overframe qui sont actuellement existantes, et je vais vous les montrer ici, donc là c'est tout le booster Chaos Origin qui a été dévoilé pour l'instant. Vous voyez qu'il manque quand même beaucoup de cartes, mais on connaît déjà 3 des... techniquement on en connaît 4, mais on connaît 3 effets complets sur les 5 cartes qui vont être dévoilées. Donc ici on a justement le chaos sombre, le magicien du chaos des ténèbres, ici on va avoir du coup le soldat du lustre noir, de la lumière et des ténèbres, et ici on va avoir la bête sacrée, le spectre du chaos, qui est la fusion des 3 bêtes sacrées, parce qu'il y a aussi du support pour les bêtes sacrées. Et honnêtement, quand je vois ces cartes-là, je trouve ça fort, mais c'est pas non plus... voilà, on est sur un power level qui, je trouve, me semble plus acceptable que justement ce qu'on a eu avec justement les Overframe jusqu'à présent, ce qu'on avait vu sur les 36 cartes dévoilées. Et c'est un peu rassurant, voilà, donc je vous dis que j'ai peur, j'ai un peu peur aussi du moment où ces cartes-là vont être intégrées. Et il y a aussi une différence, je trouve, dans la structure depuis Chaos Origins, qui va ouvrir du coup la série 14. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que si vous connaissez pas le système des séries dans les boosters Yu-Gi-Oh, vous allez être perdu dans ce que je vous raconte, mais en tout cas ça ouvre un peu une nouvelle ère sur le jeu, et c'est plutôt positif. Et en fait, si vous regardez bien, on a beaucoup plus de... Voilà, la structure d'un booster jusqu'à présent, d'un booster principal, j'entends bien, pas les deck build pack où il y a eu Yumi par exemple, Malice ou ce genre de choses, je parle vraiment des boosters classiques. La structure
principale a été toujours assez particulière, c'est des fois il y a des nouveaux archétypes, mais il n'y a pas beaucoup de cartes, ça va se compléter au fur et à mesure, et on a aussi du support pour les anciens archétypes, beaucoup de support, quelques cartes génériques, mais en vrai, en général, pas énormément, et voilà, vous avez votre booster principal. Ce qui fait que c'est assez difficile en général, et c'est souvent des boosters qui sont un peu dépréciés par la communauté, parce qu'à part les cartes génériques, en général, le set en lui-même, c'est souvent sur les supports que ça va apporter quelque chose sur les decks qui sont déjà installés. Donc c'est toujours un petit peu particulier. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a une vraie modification présente. On peut le voir avec Bête Sacrée, qui en fait, oui, c'est du support, mais globalement, tu vas plutôt jouer que les nouvelles cartes. Donc en fait, là, tu as littéralement 3, 4, 5, tu vois, tu as déjà 5 nouveaux monstres. Tu vas taper la fusion, ça fait 6. Puis tu vas te taper 7, 8, 9 cartes. En plus, je dis 9, mais je crois qu'il y en a une de plus. Voilà, donc en fait, t'as 10 nouvelles cartes pour, normalement, ce qui est censé être un support d'archétype, voire un archétype. Et en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 10 nouvelles cartes, c'est quasiment le nombre de cartes que reçoit un archétype dans un deck build pack, en fait. Donc Yomi, quand il a commencé, il devait être aux alentours d'une dizaine aussi, si je dis pas de bêtises. Donc, on est clairement sur une valeur qui est beaucoup plus élevée. Et on voit que c'est pas unique, parce que on a eu aussi l'archétype Click Éclair qui a été annoncé. Click Éclair, on a littéralement 5 monstres main deck. En plus des 5 monstres main deck, on va avoir du coup... Je vais y arriver, je vais trouver les cartes Click Éclair. On a la magie de terrain. Je crois qu'ils ont... Voilà, ils ont Rupture aussi. Et ils ont Traceur Parbon. Donc en fait, ça fait quand même 8 cartes. Plus ces 8 cartes, ils ont normalement un piège. Voilà, je suis peut-être fou, mais voilà, ils ont 2 pièges. Donc, on en revient encore à 10. Donc en fait, avec 2 nouveaux archétypes, c'est vrai que Bête Sacrée, peut-être vous serez pas d'accord, mais pour moi, c'est un nouvel archétype, vu la manière dont il a été designé. Et on est quand même sur 10 nouvelles cartes, plus 10 nouvelles cartes, c'est plutôt cool. Et pareil, avec les cartes Chaos de Yugi qui ont été annoncées, là aussi, on se retrouve avec 4 monstres main deck. Bon, là, c'est un petit peu plus, peut-être traditionnel, mais en plus de ces 4 monstres main deck, pardon, t'en as en fait 6 parce que t'as les 2 rituels, donc super, on est à 6. On se retrouve avec une magie rituelle, on se retrouve avec la magie jeu rapide, on se retrouve avec les chapeaux, là on est déjà à 9, et puis encore une fois, tu vas rajouter mélange d'esprit qui est évidemment pour son deck, ça fait 10. On se retrouve encore avec ces 10 cartes. Et donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup sur les... là actuellement je crois on a vu quand même pas mal de cartes, on a quand même genre 3 archétypes support, vous appelez ça comme vous voulez, qui ont été annoncés. Sur les 3, on a quand même 30 cartes à chaque fois. On a quand même 10 cartes en moyenne à chaque fois, donc ça fait quand même 30 cartes. Et sur le support, il y a eu des cartes qui ont été annoncées en support. Et voilà, on a un petit chevalier fantôme ici, avec quand même... voilà, en fait, on se retrouve... Sur tout ce qui est support, on se retrouve du coup globalement à peu près 5 cartes, j'ai l'impression, parce qu'on a par exemple eu ici Chevalier Fantôme, qui se retrouve en tout cas avec 2 monstres, un monstre de l'extra deck, une magie, et je crois qu'ils ont même une piège, si je me trompe pas. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On se retrouve avec 2 monstres main deck, une magie, une piège, et un monstre de l'extra deck. Et si ça devient une moyenne de ce qu'on peut trouver dans les supports, en plus d'avoir des nouveaux archétypes et des vrais supports qui changent complètement l'identité avec 10 cartes à chaque fois, du coup je trouve ça positif pour le jeu. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai peur, parce que j'ai peur que les overframes tels qu'ils nous les ont présentés sur les Limit Over Collection gâchent tout. Voilà, c'est ça la vérité. J'ai peur que ça gâche tout, parce que quand je vois la construction de Chaos Origin, qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos displays traditionnels des extensions principales, quand je vois ça, je suis plutôt rassuré. Je me dis, là, très sincèrement, ça me donne envie d'avoir une ou deux displays, parce qu'on va peut-être pouvoir récupérer la majorité des cartes d'un archétype qui vient de débuter. Ce qui est plutôt positif. Vous savez très bien que les decks build pack sont plutôt appréciés aussi pour ça, parce que t'ouvres un deck build pack, voilà, super, j'ai eu Yumi, j'ai eu Malice, presque assez facilement. En fait, chaque carte est plutôt accessible, parce que au final, vu que toutes les cartes qui sont dans la display, on a envie de les récupérer, du coup, en fait, ça baisse un peu le prix global de toutes les cartes, donc c'est plutôt intéressant. Donc je trouve que c'est une bonne extension pour des joueurs, en tout cas. J'ai l'impression que ça donne envie de jouer. Bon, on a toujours ce problème où Yu-Gi-Oh! Est incapable de faire des extensions qui sont jouables en draft, en scellé, parce que Yu-Gi-Oh! Est un jeu aujourd'hui qui fonctionne par système d'archétype, et si tu veux faire des extensions draftables, faudrait littéralement travailler dessus, et pas juste nous offrir l'extension telle quelle. Donc les avant-premières, etc., ça reste toujours assez compliqué, parce que tout fonctionne par base d'archétype. Mais
trouve qu'il y a quand même une amélioration, et ça c'est rassurant. Donc voilà, je voulais pas non plus que la vidéo soit juste alarmiste. Et puis en vrai on trouve toujours des cartes de merde, hein. Regardez, on a une carte charmeuse ici, la potion de récupération, c'est une carte qui pue la pisse, hein, on va être tout à fait honnête. Donc c'est aussi rassurant de retrouver quelques cartes un peu nulles au milieu de tout ça, et de se dire ok, on n'est pas juste là dans une surenchère de power creep infini. Comme je vous dis, moi ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'on se retrouve avec 36 nouvelles cartes comme ça, qui arrivent d'un coup. Tu te dis bah ouais, mais j'ai l'impression qu'on a déjà cassé le concept des overframes qui devait être un peu une rareté particulière. Là, elles ont pas l'air très rares parce que bah, t'en as 36 en fait dans tes over collection. Maintenant, c'est pas arrivé chez nous. Et peut-être que chez nous ce sera différent, mais c'est vrai qu'en ayant vu des ouvertures, bon, je vais pas vous mentir que les overframes elles perdent très très vite leur effet waouh parce qu'en fait t'en envoies quand même beaucoup. Donc voilà, j'avais un peu envie d'en parler avec vous. Est-ce que le fait que justement ces overframes, on les voit peut-être un peu trop déjà dès maintenant, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous dérange? Est-ce qu'au contraire c'est plutôt quelque chose qui vous hype parce que juste vous trouvez ça joli, vous êtes content que ce soit là? Moi je vous avoue, je suis plutôt dans la vie où pour qu'un produit fonctionne, il faut que les gens aient envie de l'acheter, et pour que le jeu soit au mieux, il fallait que ces cartes pour moi soient extrêmement rares. J'ai l'impression qu'on va pas non plus dans cette direction, hein, même avec 5, ça fait quand même un peu léger. À voir si je me trompe ou pas, hein. Et pareil, est-ce que vous avez un peu peur de l'équilibrage qui est sorti? Est-ce que je suis le seul à avoir ressenti qu'il y a une vraie hausse dans le power creep d'un coup depuis l'annonce des overframes? Parce qu'en fait c'est ça qui est particulier, c'est pas que les overframes qui ont cet aspect un peu générique, un peu je suis un peu fort, je peux aller un peu partout, etc. Je trouve que c'est depuis qu'on a annoncé les overframes que bah, en fait les produits nous présentent quand même des cartes qui sont un peu costauds. Donc voilà, j'avais envie d'un petit peu d'en discuter avec vous, d'avoir un petit peu votre avis, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Évidemment, ça veut pas dire que j'arrête le jeu, et ceux qui se posent la question et qui me suivent depuis un petit moment et qui voient qu'il y a une petite baisse de rythme au niveau des vidéos YouTube, c'est absolument pas parce que absolument pas parce que le jeu me plaît moins, parce que justement on rentre dans cette étape du power creep, pas du tout. Moi j'aime toujours autant le jeu, et faut aussi se rappeler qu'il n'y a pas que le compétitif sur Yu-Gi-Oh! Vous pouvez très bien vous amuser aussi entre amis avec des decks un peu moins énervés. Donc oui, parce que bah je crée aussi quelque chose, donc forcément voilà, ça prend du temps, de l'énergie, il y a le travail à côté, etc. Enfin il y a plein de choses qui font que c'est difficile d'être ultra régulier par rapport au type de vidéo que j'ai envie de faire avec vous. Mais voilà, en tout cas j'y travaille, mais ça n'a rien à voir évidemment avec ce genre de news qui peuvent paraître super négatives. J'essaye moi de pas être négatif, ça m'empêche pas d'avoir peur. Je suis quand même excité des nouvelles sorties, justement. Moi je suis très excité de Chaos Origins, je suis pas très excité de ce qui sort avant. En fait justement je suis un peu en mode bon bah c'est un peu comme d'habitude, et en fait les extensions me déçoivent un peu. Mais voilà, Chaos Origins me hype, pas forcément pour ce qu'on peut trouver dans le booster, mais plutôt pour me dire ah ok, la formule devient celle-ci, cette formule me plaît, le menu me plaît, chef. Donc voilà, j'espère que Konami ira plus dans cette direction avec Chaos Origins, et continuer vraiment là-dessus avec à chaque fois un nouveau personnage de l'anime qui sera mis en avant pour un peu toujours attirer les nostalgiques du jeu qui eux vont être intéressés par les overframes, on l'espère, mais qu'on puisse quand même trouver un équilibre assez particulier sur les overframes pour éviter qu'au final, même la version classique de l'overframe finisse par coûter beaucoup trop cher, donc la version non overframe hein, justement, pour que justement on puisse y trouver aussi notre compte en tant que joueur. Je pense que voilà, si on arrive à diminuer en globalité le prix du jeu pour nous joueurs, mais à l'augmenter drastiquement pour les collectionneurs, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que ça donne de l'importance à la collection, et c'est très bien, et ça permet de faire encore mieux tourner l'économie du jeu, donc je pense que c'est pas une mauvaise idée. On verra bien comment ça se passe dans les prochains mois et les prochaines années, mais en tout cas ouais, je suis assez curieux d'avoir un petit peu votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler. On se retrouve très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à suivre sur YouTube, sur Twitch, si vous avez envie de me voir un petit peu plus régulièrement et ne rien louper. Parce qu'on parle de Yu-Gi-Oh tout le temps, et parce que c'est bien Yu-Gi-Oh. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, ciao.